Et si la chute du ciel au-dessus de Kiev annonçait la fin d'une époque et le début d'un compte à rebours funeste, dans la nuit du 17 novembre, la capitale ukrainienne a subi une attaque sans précédent. Plus de 400 drones et près de 20 missiles ont été lancés simultanément, transformant le ciel en une nuée mécanique et létale. Face à cette déferlante, le système de défense anti-aérienne ukrainien, pourtant renforcé par des technologies occidentales, a connu un échec critique. Les défenses, débordées par la quantité et la complexité des menaces, n'ont pas pu empêcher la majorité des engins de traverser leurs boucliers. Ce n'est pas seulement un incident spectaculaire, c'est le signal d'alarme d'un possible basculement. Si même la ville la plus protégée du pays peut être ainsi frappée, que reste-t-il pour garantir la sécurité des populations ailleurs ? Au-delà des pertes matérielles, c'est la stabilité de l'Ukraine et l'équilibre de toute l'Europe qui vacillent. Chaque alerte aérienne, chaque nuit d'angoisse fragilise davantage la société et révèle les limites d'une résistance à bout de souffle. Ce qui peut être perdu, c'est l'essentiel: la vie des civils, la souveraineté d'un État et la confiance dans la capacité de l'Occident à faire face à une escalade technologique et stratégique. Mais il reste un espoir dans la prévoyance, l'adaptation et le courage de repenser entièrement la défense avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre comment une telle défaillance a pu survenir, revenons sur le contexte stratégique et les failles de la défense anti-aérienne ukrainienne. Comment une capitale réputée l'une des mieux protégées d'Europe, située à près de 400 km du front, peut-elle être frappée de plein fouet en une seule nuit ? Cette question glaçante résume la nuit du 17 novembre à Kiev, où une offensive coordonnée d'une ampleur inédite a déferlé sur la ville. Cette attaque n'était pas un simple raid. Environ 430 drones et 19 missiles de différents types ont été lancés en plusieurs vagues successives. Une opération logistique et technologique d'une rare intensité, dont le but n'était pas seulement d'endommager, mais de surcharger puis de tester les failles du système de défense aérienne ukrainien. Face à cette offensive, la défense ukrainienne a d'abord fait preuve d'une remarquable efficacité. L'ossature de cette protection repose sur un patchwork unique. Des systèmes occidentaux sophistiqués, tels que les batteries Patriot ou Iris-T, complètent les vieux complexes de l'ère soviétique encore en service. Cette complémentarité a permis de contenir nombre d'attaques précédentes. Mais la nuit du 17 novembre, l'intensité a franchi un seuil critique. Les opérateurs, déjà soumis à un stress maximal, ont été confrontés à des centaines de cibles arrivant de directions multiples et à des altitudes variées. Même les radars et les calculateurs les plus performants disposent d'une capacité de suivi et d'engagement limitée. Lorsque ce plafond est dépassé, une portion croissante des engins hostiles traverse la barrière défensive. C'est la saturation pure et simple. Humainement et techniquement, impossible de gérer 450 menaces simultanées. Cela ne remet pas en cause la valeur des opérateurs ni l'efficacité intrinsèque des équipements, mais souligne le caractère implacable d'une attaque pensée pour exploiter puis déborder les limites du système. Ignorer ces contraintes techniques, c'est risquer de se bercer d'illusions sur la résilience d'une défense qui, malgré tous ses succès passés, arrive au bord de la rupture. Pour Kiev et, au-delà, pour l'Ukraine tout entière, la conséquence est directe. Aucune ville n'est réellement à l'abri si la saturation devient la nouvelle norme. Cependant, au-delà de la prouesse technologique ou du simple calcul de capacité, c'est un autre facteur qui a véritablement fait plier la défense de Kiev cette nuit-là, un facteur bien plus insidieux et bien plus inquiétant. Et si le vrai danger venait moins des drones que de l'usure, lente mais implacable, d'un système à bout de souffle? En réalité, ce n'est pas seulement la puissance de feu qui menace la défense ukrainienne, mais la stratégie russe d'épuisement méthodique. Les attaques suivent désormais une logique en 3 vagues. D'abord la reconnaissance pour repérer les points faibles, ensuite la saturation qui force la défense à dévoiler ses positions et dilapider ses précieuses munitions, enfin la frappe finale ciblée et décisive. À chaque offensive, les radars s'allument, les missiles partent, la défense anti-aérienne se dévoile et s'épuise. Neutraliser un drone coûte parfois 10, 20, voire 50 fois plus cher que d'en lancer un. Sur le terrain, cela signifie que chaque nuit d'alerte ruine un peu plus la capacité défensive du pays. Ce cycle d'usure touche autant le matériel que les hommes. Les systèmes occidentaux, tels que les batteries Patriot, exigent des pièces rares et un entretien constant. Les stocks de missiles diminuent. Les créneaux logistiques se resserrent. L'Occident ne peut pas ou ne veut plus fournir à l'infini. Résultat, les trous dans le système s'agrandissent chaque mois. Face à ce harcèlement permanent, le parc matériel vieillit, les pièces détachées se raréfient et l'expérience humaine s'use.
Chaque opérateur, chaque technicien, chaque soldat encaisse la fatigue et le stress d'une guerre qui se joue à l'usure, nuit après nuit, sans perspective de répit. Déjà, on observe la disparition progressive de certaines capacités. Des systèmes entiers sont hors service, faute de pièces ou à la suite de frappes ciblées. L'usure matérielle n'est plus compensée par le soutien extérieur. L'Ukraine se retrouve ainsi piégée dans une spirale où chaque défense victorieuse prépare la vulnérabilité du lendemain. Ce qui se joue désormais n'est pas seulement la capacité de défendre le ciel de Kiev ou d'une autre ville, c'est la confiance dans le soutien des Alliés, la crédibilité des engagements occidentaux et jusqu'à la survie même de l'État ukrainien qui vacille. L'impact de cette crise dépasse de loin la dimension militaire. Il s'étend au tissu social, à l'économie, à l'espoir quotidien de toute une population. Mais au-delà de la logistique et des arsenaux, cette guerre d'usure façonne un nouvel état d'esprit collectif. Comment la société ukrainienne encaisse-t-elle cette pression constante ? Nous allons voir que les répercussions psychologiques et sociales sont tout aussi déterminantes pour l'avenir du pays. Si le ciel n'appartient plus à Kiev, pour combien de temps la ville pourra-t-elle simplement survivre ? C'est la question qui, aujourd'hui, hante chaque habitant, chaque décideur, chaque analyste militaire. Car l'attaque du 17 novembre n'a pas seulement frappé des bâtiments, elle a fissuré la confiance même en la possibilité de tenir face à la tempête qui s'annonce. La première conséquence immédiate, c'est l'effondrement de l'infrastructure énergétique. La capitale, tout comme plusieurs grandes villes du pays, a été plongée dans l'obscurité et le froid, alors que le mois de novembre s'abat déjà avec ses nuits longues et glaciales. L'électricité manque, le chauffage s'arrête, les communications deviennent incertaines. Pour des millions de personnes, chaque journée devient une lutte, non seulement contre l'ennemi, mais contre le froid et l'absence de lumière. Dans ces conditions, le risque d'une catastrophe humanitaire ne cesse de croître. Les familles sont poussées à l'exode, cherchant abri dans des régions moins touchées, ou au-delà des frontières. Le tissu social se déchire, les quartiers se vident. La capitale, autrefois symbole de la résistance et centre névralgique du pays, pourrait rapidement perdre son importance stratégique, tant sur le plan militaire que politique. Le déséquilibre militaire devient, lui aussi, flagrant. La perte du contrôle du ciel signifie une vulnérabilité extrême pour l'armée ukrainienne. Sans couverture anti-aérienne, les forces au sol sont exposées à chaque attaque, à chaque drone, à chaque missile. Tout le front devient une cible, et la moindre tentative de contre-attaque se heurte à la menace constante venue du ciel. L'adversaire, lui, gagne non seulement en liberté d'action, mais impose sa supériorité technologique et économique, écrasant la défense ukrainienne sous le poids de ses ressources. Mais l'arme la plus puissante, c'est peut-être la pression psychologique. Les coupures de courant, les nuits dans le froid, les alertes qui n'en finissent pas. Peu à peu, la démoralisation s'installe. Le sentiment d'abandon grandit, et chez beaucoup monte ce désir de paix, à n'importe quel prix, même au prix de la souveraineté. C'est ici que se joue le véritable basculement. Quand la population craint de ne plus pouvoir simplement survivre, la résistance elle-même vacille. En résumé, ce qui se joue aujourd'hui à Kiev, c'est la survie même de la capitale et la continuité de l'État ukrainien. La chute possible du centre politique et logistique entraînerait une onde de choc difficilement maîtrisable, bien au-delà des frontières. Le prestige, l'économie, l'équilibre régional, tout est désormais menacé. Mais au-delà de la tragédie humaine, il existe des leçons à tirer pour l'avenir de toute défense moderne, car derrière chaque crise se cachent des enseignements. Comment adapter les doctrines, moderniser les défenses et éviter que l'histoire ne se répète ailleurs. Quelle solution face à une guerre où le nombre et le coût l'emportent sur la technologie ? L'attaque massive du 17 novembre a révélé une vérité brutale. La défense moderne n'est pas qu'une question de sophistication, mais aussi d'asymétrie économique. Lorsqu'un simple drone coûte des milliers de fois moins cher que le missile qui le détruit, l'avantage passe du côté de celui qui peut produire beaucoup et à bas prix. Cette disproportion rend le modèle actuel de défense intenable à long terme. L'Occident, malgré sa solidarité affichée, se heurte à ses propres limites. Les stocks de missiles anti-aériens fondent à vue d'œil, les réserves sont au plus bas et la volonté politique s'effrite sous la pression des débats internes. Même les aides financières et les livraisons d'armes ne suffisent plus à combler le fossé créé par la cadence industrielle de l'adversaire. Cela met en lumière un paradoxe cruel. Plus l'Ukraine résiste, plus elle dépend de partenaires dont la lassitude et les priorités fluctuent. Face à cette réalité, tous les pays doivent repenser leur stratégie de résilience. L'avenir appartient non pas à ceux qui peuvent tout moderniser, mais à ceux qui sauront garantir la profondeur logistique,
l'autonomie de production et la capacité à absorber des pertes dans la durée. Les armées de demain devront allier innovation et robustesse, en misant sur des systèmes redondants, des réseaux décentralisés et une réserve humaine formée à la flexibilité. Mais l'équation ne se résume pas à du matériel. Le facteur humain, souvent sous-estimé, devient central. La fatigue psychologique des civils et des soldats, l'exode de centaines de milliers de personnes, la pression sur les institutions, tout cela fragilise la cohésion nationale et la stabilité politique. La résilience, c'est aussi la capacité à préserver le tissu social face à l'usure de la guerre. Ignorer ces leçons reviendrait à condamner n'importe quel pays à répéter les mêmes erreurs lors de la prochaine crise majeure. Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais de modèles de société et de vision stratégique. Alors que reste-t-il comme marge de manœuvre face à une telle spirale ? Pour comprendre comment sortir de cette impasse et esquisser de nouvelles stratégies, il faut d'abord explorer les scénarios d'évolution du conflit à court et moyen terme. Ignorer ces signaux, c'est courir vers une répétition de l'histoire, mais cette fois à nos portes. Face à l'attaque du 17 novembre, il ne s'agit plus seulement d'analyser un épisode militaire isolé. Ce que nous avons sous les yeux, c'est la démonstration implacable d'une supériorité industrielle et technologique qui, petit à petit, érode les fondements de la défense ukrainienne et, par extension, bouscule l'équilibre de tout le continent européen. Ce n'est plus la sécurité d'une seule ville qui vacille, mais celle de tout un État et, par ricochet, d'un ordre régional bâti sur l'idée de paix, de solidarité et d'inviolabilité des frontières. Derrière les chiffres de drones et de missiles, derrière les blackouts qui plongent Kiev dans la nuit, ce sont des millions de vies, des économies entières et des alliances fragiles qui sont mises à l'épreuve. Refuser aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur cette réalité, c'est accepter l'idée que l'épuisement stratégique de l'Ukraine pourrait devenir le prélude à une nouvelle ère d'instabilité sur notre continent. Chacun de ces signaux d'alarme devrait provoquer une prise de conscience lucide, non pas pour entretenir la peur, mais pour engager un débat de fond. Comment repenser collectivement la sécurité, la solidarité et la résilience européenne dans un monde où la technologie et la logistique deviennent des armes systémiques ? Laisser passer ce moment de réflexion, c'est risquer de voir s'effondrer l'ordre européen tel que nous le connaissons. C'est aussi faire le pari dangereux que l'histoire ne se répétera pas, alors même que tous les marqueurs d'un basculement sont réunis. La question n'est plus de savoir si l'Ukraine tiendra encore quelques semaines ou quelques mois. Elle est de savoir quelle réponse stratégique l'Europe et ses alliés sont prêts à élaborer face à l'émergence de rapports de force qui échappent aux anciens schémas. Il est temps de regarder la réalité en face, d'accepter la complexité du moment et d'exiger un débat à la hauteur des défis. Car ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine, au-delà du tragique et de l'angoisse, pose les bases du monde dans lequel nous vivrons demain.